l'Europe, il y a ceux qui partent et ceux qui rêvent d'y entrer. C'est notre grand angle. À l'heure du Brexit, il y a ceux qui rêvent d'Europe, à commencer par les pays de l'ex-Yougoslavie, les pays des Balkans espéraient intégrer l'Europe. Mais les Britanniques ont douché leur espoir. Est-ce partie remise ou pas? On en parle avec notre grand témoin. Bonsoir Jean-Arnaud Derens. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Courrier des Balkans. Alors avant d'avoir votre analyse, un coup d'œil sur cette carte. Les voici, ces 6 pays des Balkans qui rêvent d'Europe. Une envie partagée aussi par la Turquie, évidemment. Alors certains, comme la Serbie et la Macédoine, ont pris un peu d'avance. Mais Jean-Arnaud Derens, depuis le Brexit, est-ce qu'on peut dire que ce rêve européen est terminé ? Écoutez, je pense que ce rêve européen va très mal depuis déjà assez longtemps, avant même le Brexit. Lors de l'entrée en fonction de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, c'était en novembre 2014, il avait dit « il n'y aura pas d'élargissement dans les 5 ans à venir ». Ce qui ne veut pas dire qu'au bout de 5 ans, on allait intégrer qui que ce soit. Ça voulait juste dire que durant 5 ans, on ne parlait même plus d'élargissement, et après, on verra peut-être. Donc en réalité, tous les pays de la région, que ce soit les pays issus de l'ancienne Yougoslavie ou l'Albanie, sont des pays qui ont très longtemps espéré rejoindre dans un futur relativement proche l'Union européenne. Et s'ils espéraient cela, c'est parce qu'ils associent l'Union européenne à 2 choses. À une promesse de prospérité, mais aussi à l'idée d'un fonctionnement, j'ai envie de dire tout simplement normal, de la démocratie, de l'état de droit. C'est des points de vue peut-être minimalistes, mais qui sont tout de même des fondamentaux assez importants. Et c'est cela qu'espéraient les sociétés de tous ces pays, que cela soit en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, en Albanie, ou bien au Kosovo, ou en Macédoine, ou au Monténégro. Or, aujourd'hui, ce processus est en panne depuis en réalité un certain nombre important d'années, pas uniquement depuis le Brexit, même s'il est certain que le Brexit est venu, je dirais, porter le dernier coup. Il y a 6 semaines, il y avait à Paris, le 4 juillet, le sommet... Oui, ce sommet sur les Balkans, oui. Voilà. Mais alors, justement, là, François Hollande et Angela Merkel ont eu l'air plutôt positifs. Ils n'étaient pas sur la même ligne que Jean-Claude Juncker. Comment vous expliquez ce double langage? Écoutez, j'étais bien sûr au sommet, notamment au sommet de la société civile. Je crois que tous les chefs de gouvernement sont arrivés à Paris avec la peur au ventre. La peur au ventre, la peur qu'on leur dise, écoutez, chers amis des Balkans, on vous aime bien, vous êtes gentils, mais voilà, le Royaume-Uni nous quitte, donc vos petits problèmes balkaniques ne sont vraiment pas à l'ordre du jour. Et on leur a donné des bonnes paroles qui n'engagent pas à grand-chose. Les promesses n'engagent guère que ceux qui y croient, mais ça a suffi pour éviter le pire. Il faut comprendre une chose, c'est qu'autant les sociétés de tous les pays des Balkans ont cette espérance européenne, autant on a quelque chose d'assez paradoxal au niveau des élites politiques. Prenez le cas de la Serbie. Vous avez un ultranationaliste qui a vomi l'Union européenne durant des années et qui, depuis 2008, est devenu le plus fervent pro-européen. Tout simplement, ce personnage, M. Vučić, le Premier ministre, a compris que ses intérêts étaient liés à cette promesse européenne. Et on a donc dans tous les pays de la région des élites politiques, souvent plutôt médiocres, qui ont construit leur fonds de commerce politique sur cette promesse européenne. Si on leur avait dit à Paris... C'est une autre version du populisme, c'est-à-dire que... Une sorte de populisme pro-européen, tout à fait. Et si on leur avait dit à Paris, écoutez, non, désolé, il n'y a pas de place pour vous, c'était finalement la branche sur laquelle ces élites sont assises qui était sciée. Donc là, à Paris, on a fait de la méthode Coué, ou on a fait, je sais pas quoi, du coaching psychologique. On a dit, voilà, tout continue comme avant. Personne n'y croit, mais on peut encore faire semblant durant un petit moment. Mais il y a quand même, est-ce qu'il y a des moyens de pression? C'est-à-dire que l'Europe a besoin des Balkans, notamment pour freiner la migration. Est-ce qu'ils ne pourraient pas faire comme la Turquie qui a obtenu des gages, certes... Peut-être que les Turcs les attendent encore, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas faire la même chose, les pays des Balkans? Écoutez, je crois qu'il faut bien comprendre que les Balkans occupent une position géopolitique particulière, et cela depuis très longtemps, je parle au moins depuis 150 ans, qui est celle d'être une périphérie. Une périphérie disputée par les grandes puissances du moment. Donc aujourd'hui, ce sera bien sûr l'Union européenne, et puis la Turquie, et puis la Russie, mais on pourrait trouver des situations fort comparables, par exemple, avant la guerre de 1914. Cette réalité géopolitique, elle est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'on dit que les Balkans, c'est une périphérie que l'on va, contenir en espérant que les problèmes que cette région peut connaître ne déborderont pas? Ou est-ce qu'on a une démarche positive, un projet politique à construire avec ces pays, avec ces sociétés? C'est ça la grande question. Je crois que malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de projet de ce type. Il n'y a pas de projet de ce type. L'alpha et l'oméga des politiques européennes depuis,
envie de dire presque le début du millénaire, c'est la stabilité. Mais la stabilité, c'est pas un objectif pour une société. Une société stable, c'est une société qui meurt. Les sociétés, ça doit bouger, ça doit avancer. Donc la stabilité pour la stabilité, ça ne peut rien apporter de bon, d'autant plus que cette stabilité, telle que la conçoit l'Union européenne, suppose de donner carte blanche à ces élites prédatrices, corrompues, mais qui se disent aujourd'hui pro-européennes. Donc ça, c'est un logiciel qui ne marche plus. Il serait temps d'inventer autre chose, d'autant plus, comme vous l'avez dit, que l'actualité vient rappeler que les Balkans sont toujours une région cruciale pour l'ensemble des équilibres européens, et j'ai envie de dire un petit peu plus largement à l'échelle de ce petit morceau de la planète. C'était effectivement la crise des réfugiés, qui n'est pas du tout terminée, qui peut reprendre à tout moment, enfin qui peut reprendre. Il y a encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, des centaines de familles qui marchent à pied à travers la Macédoine et la Serbie. C'est des centaines. Il y a un an, c'était des milliers. Donc effectivement, pour l'instant, la crise est un petit peu moins aiguë, mais elle peut reprendre ce caractère dramatique à tout moment. Chacun le sait très bien, mais là, il n'y a effectivement pas de projet politique, sauf de dire aux gens des Balkans, au gouvernement des Balkans, de jouer un rôle de frontière de l'Union européenne. Mais je vous pose la question, est-ce qu'ils peuvent marchander avec l'Union européenne comme la Turquie l'a fait ? Écoutez, ce marchandage entre la Turquie et l'Union européenne, on verra bien ce qu'il donnera. Je pense qu'après l'échec du coup d'État, dont je me réjouis d'ailleurs que ce coup d'État ait échoué, oui, mais je pense que l'accord entre la Turquie et l'Union européenne, on verra bien ce qu'il en adviendra assez vite. Mais bon, on ne va pas se prononcer sur ce qui peut se produire. En tout cas, je crois que les pays des Balkans, n'ont pas les moyens de négocier en position de force par rapport à l'Union européenne, parce qu'on les a mis tous individuellement et collectivement dans une position de faiblesse, donc ils n'ont pas les moyens qu'a la Turquie de négocier quelque chose avec l'Union européenne. Et je crois qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette situation très inquiétante en réalité de vide. On sait qu'il n'y a plus de réel projet d'élargissement. On dit, attention, il y a d'autres acteurs géopolitiques qui arrivent. La Russie, oulala, c'est très très dangereux. La Turquie, on ne sait pas ce qui peut se produire en Turquie. À Belgrade, le président chinois était là il n'y a pas si longtemps pour signer des accords économiques. Est-ce qu'il peut y avoir des partenariats avec la Chine est très présente. La Chine est très présente économiquement, mais je pense que ses intérêts sont purement économiques. Et la Chine, c'est avant tout le rachat du port du Pirée, donc le plus grand port de Grèce et le plus grand port de la région, avec des achats également d'intérêts économiques qui sont liés à ce port, notamment en Serbie ou dans d'autres pays de la région. Mais les intérêts chinois sont purement économiques. Mais par contre, voilà, les Européens vont s'inquiéter de l'arrivée de ces autres acteurs, mais eux-mêmes ne sont plus capables de formuler un projet, sauf à dire, comme on l'a fait à Paris, que tout va bien, que le Brexit, somme toute, n'est qu'une illusion et qu'on continue à faire comme si tout pouvait marcher, alors que les choses, clairement, ne fonctionnent plus. Moi, je crois qu'il serait, dans cette situation, urgent que les pays des Balkans comprennent une chose très simple, qui est qu'ils doivent d'abord compter sur eux-mêmes et qu'ils essaient de réinventer des formes de coopération régionale qui leur permettraient de remettre à plat les problèmes. Est-ce que c'est possible ? Parce que quand vous dites régional, par exemple, on voit que là, la Croatie fait blocage, que la Grèce fait blocage à cause de la Macédoine. Est-ce que, quand vous parlez de coopération régionale, est-ce qu'ils sont prêts ? Alors j'ai envie de dire oui, bien sûr, les milieux d'affaires sont prêts, les sociétés civiles sont prêtes, les intellectuels sont prêts. Il y a bien sûr toujours la possibilité d'utiliser d'un point de vue démagogique des vieux problèmes sortis du placard pour créer des petites crises. Et en ce moment, il y a effectivement à nouveau une crise relativement sérieuse, mais qui est purement rhétorique, entre la Croatie et la Serbie. Par contre, si l'on prend l'exemple de la Croatie, là, on a quelque chose de beaucoup plus inquiétant. C'est le cas d'un pays qui a rejoint l'Union européenne il y a 3 ans, en 2013, qui, avant son intégration, se faisait un champion de la défense, de la démocratie, des principes de liberté d'expression, enfin, ce qui est supposé constituer les principes européens, et qui, juste après son adhésion, revient au pire des mondes nationalistes. Là, on est dans un cas de figure en Croatie qui est très comparable. Donc en fait, entrer dans l'Union européenne ne protège pas, on l'a vu, de la montée des nationalismes. Au contraire. Pourquoi ? Au contraire. Mais pourquoi ? Parce que durant la période d'élargissement, il faut faire les jolis cœurs, il faut se montrer très sage. Mais une fois que vous êtes intégré, l'Union européenne n'a plus aucun moyen de pression. Et pour le coup, l'histoire croate est très proche du scénario polonais ou du scénario hongrois. C'est à peu près la même histoire, avec en plus, dans le cas croate, cette interaction particulière avec des voisins et un environnement régional un petit peu plus compliqué, mettons, que celui de la Hongrie et encore. On en est là.
Mais malgré cela, malgré ces crises qui ressurgissent de manière permanente et je dirais très manipulées par les élites politiques, il y a dans les sociétés une véritable volonté de travailler ensemble. Prenez en ce moment, il y a à Sarajevo le festival du film, qui est le plus grand festival de la région. À ce festival du film de Sarajevo, il y a tous les pays des Balkans qui sont là, normalement, naturellement. Et ça n'étonne personne quand un Serbe ou un Kosovar obtient un prix, parce que c'est il y a le meilleur beaucoup de film. production et de coproduction d'ailleurs. Coproduction. Et c'est vrai également dans le domaine de l'économie. Donc là, il y a un véritable dynamisme, une véritable richesse. Il y a aussi une jeunesse qui a totalement tourné la page des guerres. Ce n'est plus sa préoccupation. La préoccupation des jeunes des Balkans, qu'ils soient serbes ou macédoniens ou kosovars, c'est de survivre, c'est de trouver du boulot. Et malheureusement, aujourd'hui, et ça c'est un autre phénomène important, pour survivre, pour la plupart de ces jeunes, la seule solution, c'est l'émigration. On a évoqué tout à l'heure la crise des réfugiés qui traversent les Balkans, mais il faut aussi être bien conscient du fait que tous les pays des Balkans sont des pays qui sont en train de se vider de leur jeunesse, notamment des jeunes diplômés, ce qui compromet leur avenir. Et pour revenir à l'Union européenne, justement, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que si l'Union européenne propose cet élargissement aux pays des Balkans, ça va renforcer l'euroscepticisme à l'intérieur de l'Union européenne, et en revanche, si elle le refuse, vous ne pensez pas que ça va renforcer l'euroscepticisme de ces jeunes dont vous parlez, qui fuient leur pays, qui fuient les Balkans? Écoutez, je crois que les jeunes des Balkans ont tout simplement compris que ce n'était plus tellement réaliste d'attendre que l'Union européenne arrive chez eux, et donc ils font leur sac à dos, et ils partent dans l'Union européenne. Parce que c'est des stratégies de survie individuelle qui sont parfaitement compréhensibles. On ne peut pas critiquer un jeune diplômé qui a juste envie de mener une vie normale et qui pour cela va partir en Allemagne ou en France ou en Belgique. On ne peut pas du tout le critiquer. Par contre, c'est l'avenir de ces pays eux-mêmes qui est très sérieusement compromis. L'euroscepticisme, je crois que c'est aussi un argument un peu facile. Cela fait des années qu'on parle d'euroscepticisme, ce qui finalement a condamné l'Union européenne à l'impuissance politique. Ce qui l'a condamné à ne pas pouvoir proposer des projets un petit peu ambitieux. Et entre cette obsession de l'euroscepticisme, entre ces phobies ou ces paniques que l'Europe adore se créer elle-même, comme la menace russe ou autre Vézanie, parce que sur le fond, c'est pas très sérieux tout cela quand même. Et ben on en arrive au blocage actuel et on en arrive à des situations comme celle du Brexit. Voilà, effectivement. Et ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Arnaud Derrins. Je rappelle que le Courrier des Balkans, c'est aussi sur Internet, courrierdesbalkans.fr. Merci d'avoir été... Uniquement sur Internet. Uniquement sur Internet.